Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous retrouver pour les comptes de votre magazine Débat de la semaine, votre rendez-vous d'analyse, des réflexions sur l'actualité dans notre pays et pourquoi pas aussi en dehors de nos frontières. Pour ce nouveau numéro du Débat de la semaine, nous allons parler bien sûr de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo avec des incidents qui sont survenus la semaine dernière lors de la tournée du président national du parti politique Union pour la Nation congolaise, Vital Kamerhe, qui a dû bien sûr interrompre son séjour dans cette partie du pays. On reviendra également à Kinshasa pour parler du 7e sommet, bien sûr, du COMESA qui doit se tenir. Alors, quelle vision, quel avenir pour la République démocratique du Congo dans son intégration dans ce marché commun? Deux sujets que nous allons bien sûr analyser, mais on va également y ajouter cette pétition qui a été initiée par un groupe d'opposants pour bien sûr débarquer le président de la Commission électorale nationale indépendante, Apollinaire Malumalu. Pour parler de tout ce sujet, j'ai sur ce plateau le professeur Kalele Mathieu, bien sûr. Il est donc président d'un parti politique de l'opposition. Professeur, bonjour. Bonjour, Oscar. À côté du professeur Kalele, il y a le professeur Milala, philosophe et membre de la Société savante. Professeur Milala, bonjour. Oscar, bonjour. En face d'eux, il y a M. Jean-Pierre Kambila, qui est bien sûr de la majorité présidentielle. M. Jean-Pierre Kambila, bonjour. Bonjour et merci de l'invitation. Merci à vous aussi, téléspectateurs, qui êtes en ce moment bien branchés pour suivre ces analyses, ces réflexions au cours de ce débat de la semaine. Le premier sujet, nous allons prendre le sujet qui concerne la situation dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et surtout avec cette tournée qui a été interrompue, la tournée du président de l'Union pour la Nation congolaise, M. Vital Kamerhe, qui est opposant bien sûr au régime actuel. Alors, je vais commencer avec vous, Jean-Pierre Kambila. Kamerhe, qui a été empêché à maintes reprises pour se rendre dans l'Est. Enfin, il a été autorisé de s'y rendre. À Goma, Kamerhe a tenu son discours, il est allé dans quelques territoires, mais à Bukavu, ça capote. Est-ce une manipulation? Est-ce une stratégie pour devenir si populaire? La majorité présidentielle actuelle n'a aucune raison de s'attaquer à l'ancien président de l'Assemblée nationale. Aucune raison. Et surtout pas pour lui faire une publicité qui serait gratuite. Le président Kamerhe a demandé à faire une tournée. On lui a demandé d'attendre un peu parce qu'il fallait s'assurer de certaines conditions de sécurité. Dès que ces conditions ont été remplies, on lui a donné l'autorisation de faire sa tournée, qu'il a faite. Les premières étapes se sont déroulées sans problème. Comme vous venez de le dire, à l'étape de Bukavu, boum, patatras, il s'est passé ce que nous savons tous. Il est regrettable que ce genre de choses se passe dans un pays où nous voulons aller vers la démocratie. Parce que, selon certaines informations que nous avons, il semblerait que c'est quelque chose qui a été provoqué. Provoqué par la majorité ou par l'UNC? Provoqué par ceux qui ont organisé cette affaire-là eux-mêmes. C'est un moyen qu'on pense favorable à l'image du président de l'UNC. Mais c'est une très très mauvaise méthode. C'est une très mauvaise méthode. Si nous voulons construire la démocratie, nous pouvons la construire sans pousser les gens à la faute. Et on
peut pas continuer comme ça, surtout dans cette région-là du pays où il y a déjà eu beaucoup de morts pour rien. Alors, lorsqu'un leader politique veut faire sa tournée et qu'on lui autorise de la faire, vaut mieux la faire sans chercher absolument à ce qu'il y ait des incidents. Mais c'était une caravane de la paix. Est-ce qu'avec la paix, on peut encore créer des tensions dans une zone qu'on connaît, une zone stratégique, surtout qu'on a déploré il y a quelques jours, tant de morts dans cette partie du pays? C'est le regret que je viens d'exprimer. C'est le regret que je viens d'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, l'Est de notre pays a besoin de sérénité, de tranquillité, pour qu'enfin les gens se mettent au travail et commencent à chercher à améliorer leur vie quotidienne. Mais malheureusement, nos politiciens pensent que il faut provoquer, il faut pousser l'autre à la faute, il faut absolument créer des incidents pour améliorer son degré de popularité. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça. D'accord. Pour améliorer son degré de popularité, il faut venir avec un projet politique. Et ça, c'est possible de faire sans que le sang de nos compatriotes coule. Alors, professeur Kalele, quelle analyse faites-vous de cette tournée, cette caravane de la paix initiée par le président de l'INC, une caravane qui n'a pas pu aller jusqu'à la fin dans la partie est du pays? Bien, je crois que les incidents qui sont arrivés, qui ont empêché Kamere de continuer sa tournée, il faut les prendre à deux niveaux. D'abord, la politique générale du pouvoir actuel vis-à-vis des leaders de l'opposition. Vous vous souvenez, M. Tshisekedi revient de l'extérieur. On l'empêche de faire sa marche jusqu'à la résidence. La police est envoyée, le prend de force, le met dans un véhicule et roule à vive allure pour empêcher la population de le suivre. C'est déjà arrivé. Les FAC organisent un meeting, écrivent officiellement au stade de Kintambo. Ils sont empêchés de tenir ce meeting, malgré les papiers. Kankou, honorable Kankou, après une messe, tente la même expérience. Il en est empêché. En Mbuji-Mayi, c'est de manière répétitive qu'on empêche les gens, les opposants, à marcher ou à parler. Donc, ce n'est pas un fait isolé. Il y a 2 ans, c'était le 16 février, nous sommes à Saint-Joseph, nous sommes enfermés dans l'église et on nous lance les grenades lacrymogènes là-bas. On nous disperse à coups de bâton. Il a fallu que le chargé de droits humains de la MONUSCO intervienne pour qu'on nous relâche. Donc ce n'est pas, je répète, ce n'est pas un cas isolé. Pour Kamere, on connaît l'épisode, on vient de répéter. D'abord, Kamere se plaint qu'il lui est interdit de sortir. Le ministère de l'Intérieur nie. Après, on vérifie, on trouve, oui, qu'il y avait un IS, interdiction de sortir. C'est sous pression des diplomates à Kinshasa qu'on lui permet de sortir, mais en mettant des barrières, ça à condition que, etc. Mais ça commence quand? Ou ça éclate quand? C'est à la suite d'une sortie politique de M. Kamere à Fatima. Dans cette sortie, le chapitre qui a le plus fait du bruit, c'est le chapitre sur la version de l'assassinat de Mamadou Ndala.
toute la presse du pouvoir au lendemain a tiré à boulet rouge. Injures, menaces, etc. Mais la tournée, la caravane de la paix de Caméré avait déjà été annoncée avant cet incident-là. Ceux qui arrivent à Bukavu, comme les quelques événements que j'ai évoqués, vous pouvez les prendre à l'université de Kinshasa, à plusieurs reprises, même pour revendiquer le manque de courant, le manque d'eau. On a vu la police descendre, tirer et tuer. Je crois que c'est vers le milieu de la semaine passée. Les étudiants sont montés au plateau des professeurs pour réclamer l'absence du courant. Ça faisait 3 jours qu'ils ne pouvaient pas préparer. Ils allaient vers la résidence du recteur. La police est intervenue pour tirer. Donc je dis, c'est des choses qui arrivent. À Bukavu, d'après ce que nous avons appris de plusieurs sources, le meeting, on voulait le faire à la place de l'indépendance. C'est une bifurcation et il y a beaucoup d'espace là-bas. La police intervient pour dire non, pas là-bas, mais au stade. Et elle tire en l'air sa capote. Est-ce que c'est un calcul pour éviter le succès des étapes précédentes? Mais toujours est-il qu'on empêche quelqu'un de l'opposition, comme ailleurs et comme par le passé, de se déplacer. Au début, on disait même, il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va dire à ses frères et sœurs là-bas? Hein? Donc, je mets ça dans ce paquet-là. Alors, merci, professeur Kalele. Professeur Milala, par rapport à cette question de la caravane de la paix, est-ce qu'il fallait nécessairement commencer par l'Est? Non, mais je connais un tout petit peu l'historique. Le président Caméré a réuni tous les notables de l'Est, chez lui, là où il a été dégagé. À Kinshasa ou à Bukavu? Chez lui, ici à Kinshasa. Les députés, et les notabilités, les professeurs. C'est un ami professeur qui m'a fait les comptes rendus. Et il leur a dit, j'aimerais livrer un message de paix, de condoléances à la suite de la mort de Mamadou. La réponse des notables, c'était celle-ci. C'est vous qui nous avez amené le président Kabila à l'Est. C'est pourquoi on l'avait adopté. Qu'est-ce que vous allez nous dire maintenant? C'est vous qui nous l'avez amené. Et lui a dit, mais vous voyez comment on a terminé avec lui. On n'a pas été d'accord sur la question rwandaise et on m'a défenestré. C'était un argument fort. Alors, un certain nombre de notables ont accepté de l'accompagner. Eh bien, c'est pertinent, vous pouvez venir, parce que maintenant, on peut envoyer les messages pour que vous veniez. Donc, c'était d'abord un message de paix, de consolation, de condoléances. Donc, c'est à la suite de ça qui va se proposer de partir. Donc, il va à l'Est pour cette mission-là. Mais qu'est-ce que moi je relève? Notre démocratie, elle est un peu affantine. Pourquoi chaque fois que le pouvoir refuse, mais quand l'Union européenne dit, eh bien, il y a harcèlement des hommes politiques, on lâche. Je suivis Martin Kobler après Bukavu. Martin Kobler dit... Le chef de la MONUC. Le chef de la MONUC. MONUSCO plutôt. MONUSCO voulait dire, en effet, il va dire que les autorités qui assurent la sécurité à l'Est partagent la responsabilité de ce qui est arrivé. Il faut que la liberté de manifestation soit assurée. Et puis on lâche. Donc chaque fois que les institutions, je voulais dire, internationales, le représentant du secrétaire général des Nations Unies lève le ton, l'Union européenne lève le ton, alors on se rappelle qu'il faut aller dans la démocratie. Ce n'est vraiment pas normal. Pas normal. Alors, mais à ce moment-là, quelle est l'impression que les gens ont par rapport à la démocratie elle-même telle qu'elle doit être assurée?
Voilà ce que moi je relève. Je crois, moi, que c'est les dialogues et les négociations qui feront que tout le monde y gagne. Tout le monde en démocratie peut y gagner. Je ne sais pas pourquoi le conseiller du président Kabila s'écabre pour, notamment, accumuler les choses pour eux-mêmes et les autres rien du tout. Mais à ce moment-là, que sera la suite? On n'aura pas un avenir durable avec ça. Une sorte de patrimonialisation de tout, parce que donner à l'autre un poste, c'est de lui donner la force. Donc il faut l'air privé de tout, mais accumuler tous les avantages, tout pour eux et rien pour l'autre. Comme si c'était un contrat entre eux, le peuple, pour que ça ne soit que eux. Bref, je crois que les biens communs que nous avons, c'est la loi. Si vous ne respectez pas la loi comme bien commun, vous perdrez. Mobutu a perdu, il a fait très longtemps. Et vous allez voir qu'avec ce que nous voyons, c'est la remobutisation. Et ça finira toujours de la même façon. Parce qu'en fait, vous sciez l'arbre, la branche sur laquelle vous êtes. C'est-à-dire, le peuple qui vous soutient, regarde, le peuple interprète ça comment? Le peuple va dire avec tout ce que le prof Kalele vient de dire. Mais même au-delà, regarde Mosengo. Ce qu'on a fait de Mosengo, il y a une intimidation, militarisation, la terreur systématique. On ne peut pas soutenir une autre opinion que celle autorisée du pouvoir. Donc, moi, je crois que tout le monde y gagnera si les principes démocratiques, liberté de manifestation, l'expression libre sont démises. Je crois que c'est les seuls conseils. Et ces gens doivent se réviser maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'on ne joue pas avec la vérité. D'accord. Merci, professeur Milala. Alors, monsieur Jean-Pierre Kambila, vous qui êtes de la majorité, tout ce qu'on a relevé ici, ça montre une certaine dérive de votre gouvernance. Dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire de sorte que les principes démocratiques soient respectés dans ce pays? Je pense que la première chose, c'est de rester dans la vérité. Et la vérité, en général, elle est très simple. J'ai entendu le professeur Milala accuser les conseillers du président de la République d'être riches. Ben, j'aimerais dire publiquement que le professeur Milala gagne plus d'argent que moi. Je suis conseiller du président de la République, mon salaire est moins élevé que son salaire à lui. Je connais son salaire. D'accord. Alors, nous ne connaissons pas le vôtre. Mais je vous dis que il gagne plus d'argent que moi. Quand nous sortirons d'ici, les deux professeurs qui sont en face de moi seront dans des voitures dans lesquelles l'État a participé, où on leur a facilité la tâche. Moi, je veux rentrer dans une voiture dans laquelle l'État n'a participé en rien du tout. Et encore, moi, j'ai une voiture. Il y en a qui n'ont même pas de voiture. Donc, parler de l'enrichissement des conseillers du président de la République, c'est un mensonge. Et un mensonge délibéré, fait exprès, pour construire une image qui est fausse, qui ne correspond à aucune vérité. Ça, c'est un. Lorsque dans le même discours, j'entends dire on empêche de parler. Mais comment est-ce que quelqu'un qui vient de parler, qui est en train de parler, peut dire on nous empêche de parler? Il est en train de parler quand il dit ça. Et il parle des opposants qui sont empêchés par tous les moyens. Quand on veut lever, quand on donne un avis contraire par rapport à ce que le régime dit, on est objet d'une poursuite. Ce que le professeur Kalel vient de dire ici sera censuré. Vous allez enlever ça de votre émission lorsqu'elle sera diffusée et à la radio et à la télévision, parce que vous passerez intact. Ça, c'est votre responsabilité. En tout cas, ne le faites pas. Ce n'est ni moi, ni le régime qui va vous le demander. Et faites pareil pour moi, c'est tout ce que je vous demande. Ne restons pas enfermés dans des schémas qu'on appelle mobutistes et de voir partout la reproduction du même schéma. Ce n'est pas vrai. Ce régime ici est un régime démocratique. On peut ne pas être d'accord. On peut le critiquer. Ça, c'est tout à fait normal. Nous pouvons faire des fautes et être critiqués pour cela.
Mais ce n'est pas une raison de nous coller des étiquettes qui ne correspondent pas. C'est faux. Mobutu, quand il était fort, quand il n'avait plus rien, plus aucune force, c'est sûr que tout le monde parlait ici, après la conférence nationale et tout, on ne discute pas de ça. Mais lorsque le mobutisme était le mobutisme, qui pouvait parler ici? Qui pouvait comme ça contredire un conseiller du président de la République à la télévision? Non, donc il n'y a pas de mobutisme ici. Ici, il y a une démocratie qui avance, qui a certainement ses faiblesses qu'il faut corriger parce que nous sommes dans des affaires humaines, parce qu'il faut corriger, qu'il faut améliorer. Et quelles sont ces faiblesses-là de la démocratie quelles sont ces faiblesses-là qu'on peut corriger, qu'on peut relever? De la démocratie congolaise. C'est par exemple les exagérations, les mensonges que nous entendons. Parce que la démocratie congolaise, ce n'est pas seulement le discours de Joseph Kabila, que Jean-Pierre Kabila et les autres viennent relayer ou viennent expliquer. C'est aussi la participation du professeur Kalele. C'est aussi, c'est Caméré, c'est Jean-Pierre Bemba, même s'il est en prison, c'est le président Kengo, c'est tout le monde. C'est ça la démocratie congolaise. Donc la démocratie congolaise, ce n'est pas le fait que Joseph Kabila est au pouvoir ou pas, qu'il ait fait ci, qu'il ait fait ça. Non. Si nous voulons avoir une démocratie, et surtout que les gens qui nous écoutent prêtent attention à ce que l'on dit et respectent ce que l'on dit et pensent que nos débats, il faut continuer à les écouter, il faut qu'on reste aussi dans la vérité. Voyez-vous, la vérité, dans le débat d'aujourd'hui que nous avons ici, c'est que Caméré a voulu voyager. Son voyage a été retardé. Nous nous disons pour des questions de sécurité, parce que nous ne voulons pas avoir sous la conscience quelque chose qui arrive à Caméré. Ça, on oublie que le colonel Ndala, il a été tué là-bas. Allez, vous allez laisser aller comme ça un président d'une assemblée, un ancien président de l'Assemblée nationale, comme ça, tranquillement, sans vous soucier. Mais vous êtes irresponsable. Bon, cet épisode-là a été dépassé. On dit, bon, d'accord, maintenant on a pris des précautions. Alors, allez-y. Il part. La première étape se passe sans problème. La deuxième, sans problème. La troisième, sans problème. Il arrive à Bukavu, chez lui. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'ancien président de l'Assemblée nationale est très populaire à Bukavu. C'est chez lui, c'est son fief, comme on dit. C'est là où le problème se pose. Mais il y a Anguille Soros. Comment est-ce qu'à Goma, où il est, entre guillemets, étranger, pas étranger dans le sens, c'est pas son pays, hein, mais enfin, c'est pas sa terre, disons. Tout se passe bien, sans problème. Il avance, tout se passe bien, sans problème. C'est chez lui qu'il y a un problème. Voilà pourquoi je soupçonne très fort. Je ne suis pas policier, donc je ne suis pas spécialiste en enquête, mais je le dis très ouvertement, je soupçonne très fortement un coup fourré. Il faut un incident pour faire monter la mayonnaise. C'est pas bien. C'est pas bien. Quand on a pris des engagements, qu'on va faire les choses comme il faut, qu'on va faire la démocratie, ce n'est pas bien de préparer des coups fourrés dans le seul objectif de faire... D'accord. Même si il y a eu des incidents... Je pose la même question à professeur Kalele. Professeur Kalele, est-ce que ça peut être un coup fourré dans ce qui est arrivé à Bukavu? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous savez, d'abord, il faut que M. Kabila démontre que les faits qu'on a avancés ici, le fait d'empêcher tel opposant de se mouvoir, sont faux. Parce que je dis, il ne faut pas analyser ça de manière séparée. Le fait, par exemple, que la radio, la télévision de Caméré soit fermée, c'est faux. Et des autres télévisions de l'opposition, que c'est faux. Si c'est établi, alors on peut commencer à discuter. Mais à Bukavu, ce qui arrive, ou même ici, avant d'aller à Bukavu, l'UDPS veut tenir un meeting, on lui dit le stade est déjà occupé. Il dit, je vais au stade, l'autre stade là. Raphaël. Oui. Le porte-parole du gouvernement dit, le stade là,
on va commencer les travaux de réparation. Il n'est pas disponible. Et les autres tiennent et disent, disponible ou pas disponible, les murs s'écroulant ou pas, nous allons là-bas. Finalement, le pouvoir cède. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Tout l'arsenal militaire de la ville est là-bas. Y compris les blindés et les chars. Oui, nous pouvons dire sur la sécurité. Si c'est notre pays, il faut remarquer aussi que il y a un recours abusif trop facile à la gâchette facile. Au moindre mouvement, la police tire. Elle tire à balles réelles en l'air. Et vous savez quelle est la panique que ça crée. Je pense qu'à Bukavu, on avait tout intérêt à organiser plutôt un accueil meilleur, plus populaire qu'à Goma et ailleurs, pour des raisons que Kambila vient d'évoquer. On n'avait pas à Bukavu la population qui attendait Kamere, qui l'a transporté en Chipoy. Nous connaissons la route. Est-ce qu'elle avait intérêt à ce que ça foire, cet accueil? Ce serait illogique. On commence à tirer, les gens qui le transportent paniquent et laissent le Chipoy, lui il tombe. Mais vous n'accueillez pas quelqu'un comme ça pour le faire échouer? Non. Les antécédents, tous les discours qu'on a entendus avant, donnent à croire que c'est plutôt la partie du pouvoir qui a fait capoter cette affaire-là. Parce que ça ne s'est pas arrêté là. Hein? Le meeting n'a pas eu lieu et la suite, vous n'avancez plus autre part. C'est ça qui était voulu, arrêter la progression dans le Sud Kivu, probablement aussi Maniema, etc., et stopper net ce mouvement-là. Je pense que si on veut aider, comme on dit, la démocratie à progresser, il ne faut pas faire intervenir la police à tout moment avec le doigt à la gâchette. C'est mauvais. Ça dérape. Et ça a déjà râpé très vite. Et on met même tout un général à la tête d'une police de répression. Et tout le monde le sait que quand on a cité ce nom-là, c'est esprit de mort. Mais quelle image ça donne? La police doit sécuriser, elle ne doit pas terroriser. Or, c'est devenu une pratique malheureusement trop courante. Trop courante. D'accord. Merci, professeur Kalele. Professeur Milala, on passe déjà à notre deuxième sujet qui concerne bien sûr la pétition lancée par un groupe d'opposants qui demande bien sûr le départ du président de la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce que, professeur Milala, est-ce que cette initiative peut aboutir d'après vous? Bon, pourquoi pas? Mais j'aimerais souligner une chose. Bukavu est devenu le laboratoire de la démocratie en RDC. Bukavu fait ce que Kinshasa faisait autour des années 90. Les villes mortes, jusque maintenant, on les décrète à Bukavu. Et les pétitions sont monnaie courante. Et ce qui est intéressant, c'est que le tissu associatif à Bukavu, à l'Est en général, est très vivant. Ils ont mis à mal, et j'ai suivi autrefois les chefs de M23 quand il était là, et il appelait les associations, les ONG de Bukavu, les ONG politiques. En fait, on comprenait que les gens redoutaient l'organisation sociale de Bukavu. Soit dit en passant, j'aimerais tout simplement dire, dans ces bras de fer, je crains que le pouvoir ne gagne pas. Ce sont des gens
Bukavu, d'abord, ils sont meurtris depuis longtemps, l'Est. Moi, je crois que c'était le moment de garder une sorte d'accalmie pour que ces gens respirent un peu. On leur met encore du feu. J'aimerais dire que la pétition, c'est leur histoire. Le laboratoire vient de là. Recueillir 100 000 signatures, le problème, c'est que pourquoi il n'y a pas de ville-monde? C'est parce qu'on a paupérisé les gens. Si les gens n'étaient pas paupérisés, en un jour, dans le contexte actuel, en un jour, on a 100 000 signatures contre Malou Malou. Il suffit de sonder un tout petit, tu peux faire un petit sondage scientifique, un tout petit peu, tu vas voir que 90,9, je ne sais pas combien sont contre Malou Malou, dans l'opinion publique. Il suffit de le faire de façon honnête. Donc, mais ces gens ont compris, parce qu'on ne peut même plus tenir de ville-monde, parce que vous allez manger quoi? Personne ne peut stocker pour 3 jours à manger à Kinshasa. Mais d'abord, ma préoccupation est d'abord de savoir pourquoi faire partir Malou Malou. Malou Malou est refusé aussi d'abord par sa base naturelle, l'Église catholique, et a fortiori la population. C'est un monsieur qui va dribbler les gens. Tout son semblant de sérieux là, c'est véritablement un gros mensonge. Mais vous, en 2006, il a torpillé énormément. Je crois qu'il fallait prévenir pour que... C'est les moyens constitutionnels qui nous restent. Et moi, je suis d'accord. Il faut les faire partir rapidement. Il faut le faire partir. Et c'est un enjeu national. D'accord. Alors, professeur Kalele, sur cette question de la pétition contre le président de la Commission électorale nationale indépendante, une pétition initiée par la structure Sauvons le Congo, c'est proche de l'opposition, non, pas même proche de l'opposition, de l'opposition. Si Malou Malou partait aujourd'hui de la tête de la Commission électorale nationale indépendante, qu'est-ce qui va changer? Je pense le principe qui est appliqué. La pétition, je suis signataire. Si vous regardez la première page, mon nom c'est au numéro 4. Numéro 4. Parmi les chefs. Je ne suis pas que signataire, je suis parmi les concepteurs de cette pétition. Pour des raisons politiques très simples. Tout le monde veut avoir la paix dans ce pays. Vous déplorez la situation à l'Est en disant ces gens ont été trop meurtris, il ne faudrait plus que ça revienne. Première raison, nous ne voulons pas avoir demain des élections qui donnent lieu à des troubles, comme dans le passé. 2, c'est un principe politique classique. La femme de César doit être au-dessus de tout soupçon. La femme de César. Ça signifie que quand vous avez des collaborateurs, il faut qu'ils soient corrects, qu'ils soient acceptés dans l'opinion, pour éviter que les soupçons n'aille jusque chez vous. Si on parlait en Chiluba, hein? Non, je ne vais pas traduire le truc là. Hein? Malou Malou, avec ce qu'on a évoqué depuis 2006, passe pour un arbitre non neutre. Il n'est pas au-dessus de tout soupçon. Malou Malou, c'est un prêtre catholique. Il a fait le vœu d'obéissance. La lettre officielle de ces évêques, parce qu'il y en a 3, dit aucun ecclésiastique ne peut aller là-bas, surtout dans les histoires des élections. Mais et on cite même... Il est déjà là. Il est déjà là en tant que président de la Commission électorale nationale indépendante. Il est en train de préparer les élections. Aujourd'hui, la pétition. Est-ce une manière de faire seulement trop de bruit pour ne rien avoir à la fin? Est-ce que vous êtes sûr que vous allez aboutir avec cette pétition? Malou Malou partira de la tête de la Commission. Non, monsieur. Là je crois qu'il y a des spécialistes
dans les universités, dans les sociétés, les spécialistes du défaitisme, des gens qui ne croient réussir rien du tout dans le pays. Vous savez que ici, les Belges étaient ici. Même quand Van Bilsen propose le plan de 30 ans, ils ont dit 30 ans c'est trop peu. Les Belges ont fini par partir. Mobutu Seko Namilele, il a fini par fuir et par partir. Ngoï Mulunda ici. Il y a eu une pétition de la société civile. Il part. Il a dit, moi, pasteur, tous les évêques protestants réunis, je ne pars pas. Il était même insolent. Il est où? Malou Malou, après 2006, il est où? On a même évoqué le cas de Mosengo. Il trônait à la conférence nationale souveraine. Il y a eu des pétitions et des marches. Il a fini par partir. Nous avons initié l'année passée, politique passée, la pétition « Touche pas à mon 220 » contre la révision de la Constitution. Ça a été bloqué. Donc on ne peut pas dire que je ne commence pas cette activité parce qu'elle ne va pas réussir. Non, on n'agit pas comme cela. Il faut, même si vous échouez, c'est un principe politique. L'échec est mère de victoire. Vous allez voir quelles sont les erreurs que vous avez commises, quelles sont vos faiblesses, pour relancer la même activité avec le maximum de chances de réussir. On n'en veut pas à Malou Malou comme l'individu. Il y a combien d'abbés ici au Congo? Il y en a beaucoup. C'est compte tenu de son passé et c'est compte tenu du fait qu'il n'est pas en phase. Il n'a pas obéi à ses chefs. Il ne peut pas demander aux autres de lui obéir. C'est également compte tenu du fait que l'ordonnance, le nommant, a été contestée, y compris par écrit. On a demandé à Joseph Kabila de ne pas la promulguer parce qu'elle n'assurait pas l'indépendance de la CENI. Il l'a promulguée quand même. Et Malou Malou trône, pratiquement, il veut diriger par défi. On dit non. Est-ce qu'on peut nous garantir que dans ce pays, tous les citoyens sont morts? Il n'y a que Malou Malou. Pourquoi on ne peut pas prendre Bakandeja comme président, Bakandoa comme président de la CENI? Non. Nous ne voulons pas d'élections qui donnent lieu à des troubles. Nous ne voulons pas à la tête de la CENI des gens dont la crédibilité pose problème. Il n'y a pas que ça. Son secrétaire général, qui est son adjoint, c'est M. Kimoun. Celui-là avec qui il était en 2006, qu'il a fait venir de l'extérieur. Non, on dit non, monsieur. Peut-être vous avez l'intention de vous corriger, mais on n'a pas encore confiance. Mettons quelqu'un d'autre qui inspire un peu plus de confiance. D'accord. Alors, M. Jean-Pierre Kambila, par rapport à cette question de président de la CENI qui est sous une pétition, l'initiative de Sauvons le Congo. Alors, quelle est l'analyse que vous faites d'abord de cette initiative? Je reviens à la notion de vérité. Voilà mon hypothèse. L'opposition congolaise est convaincue de son incapacité à battre le candidat de la majorité présidentielle qu'ils auront en face. Alors, ils ont deux grands thèmes. Le premier thème, c'est qu'il ne faut surtout pas que ce soit Joseph Kabila, candidat. Ça, c'est le premier thème. On l'a entendu, alors que c'est évident. Deuxième thème, il faut que celui qui va gagner
soit contesté dès maintenant. Il faut que dès maintenant, on sache que ces élections-là n'aboutiront à rien. Et c'est sur cette base-là que l'on monte toutes les tactiques en voie. Parce que ce ne sont que tactiques. Mais la stratégie, c'est celle-là. Surtout pas Joseph Kabila parce qu'il est trop fort. Parce qu'il viendra avec... Mais Joseph ne se représentera pas. Il a déjà fait ses 2 mandats. Non. Je présente comment nos adversaires politiques agissent. Comment je les vois agir. Convaincus qu'ils ne vont pas gagner, qu'est-ce qu'ils vont faire pour ne pas mourir politiquement? Pour ne pas mourir politiquement. Pour ne pas mourir politiquement, pour rester vivant politiquement, c'est-à-dire pour qu'on sache que nous continuons, nous existons, nous sommes là. Il faut amoindrir l'impact de la défaite qui vient. Il ne faut pas que ce soit une défaite qui apparaisse comme une défaite. Il faut qu'elle apparaisse comme étant le fruit d'une magouille. Alors, dès maintenant, comme il n'y a pas d'espoir, dès maintenant, on va tout faire pour que, dans la tête des gens, on mette déjà très clairement que c'est de la magouille. Pourquoi je dis? Qu'est-ce qui me convainc de ça? Premièrement, ici, on a contesté l'élection de M. l'abbé Malou Malou. Franchement, vous avez des règles établies. Et les règles, elles disent que la personne doit venir de la société civile. Voilà ce que disent les règles. Il n'est pas dit là-dedans que l'organisation d'origine de cette personne-là doit donner son accord. On ne pose pas la question à l'organisation d'origine. On pose la question aux représentants de la société civile. Et tous les représentants de la société civile viennent. Il y a 7. Ils votent. Vous perdez les élections. C'est ce qui s'est passé. Les procès-verbaux existent. Le représentant de l'Église catholique, je suis catholique, hein, il signe le procès-verbal. Malou Malou est élu. On ne dit pas qu'il n'est pas élu par l'Église catholique. L'Église catholique n'est pas partie prenante. L'organisation qui est partie prenante, c'est la société civile. Donc, le début du mensonge, déjà, c'est ça. On sort de là, deuxième mensonge. On veut faire signer une pétition pour que Malou Malou parte. En sachant très bien que la notion même de la pétition pour faire partir Malou Malou, elle est inopérante. Est-ce que dans la loi de la CNI, il est dit quelque part, il est laissé entendre quelque part que on peut contester le président de la CNI par une pétition publique? Donc, ils savent très bien, parce que ce n'est pas des idiots, nos adversaires ici. C'est des gens intelligents, ils ont été à l'école, à l'université, des grands professeurs, et encore plus même. Ils savent très bien que cet acte-là est inopérant, même s'ils ont 1 million de signatures. Mais ils vont se baser sur quel article de loi, sur quel... c'est écrit où, c'est prévu où? Mais la pétition a fait partir Ngoï Mulunda. Ngoï Mulunda n'est pas parti parce qu'il y a une pétition. C'est faux. Ngoï Mulunda est parti parce que, et vous le savez, parce que vous êtes un grand journaliste, que même dans la majorité, et c'est d'ailleurs, lorsque vous regardez à la Cour suprême, hein, si vous faites une simple statistique, les gens qui sont arrivés à la Cour suprême pour contester, il y a eu légèrement plus de contestations intermajorité que majorité et opposition. Donc, ce qu'on reproche, la vérité qu'on reproche au passant Ngoï Mulunda, que j'aime bien, que je respecte, que moi je continue de respecter, c'est son incapacité d'organiser les choses, de contrôler les choses. D'accord. On ne reproche pas d'avoir volé quoi que ce soit, d'avoir triché. Non. Voilà pourquoi, excusez-moi, et ça c'est très important. Donc, ils savent très bien que cet acte-là est inopérant, mais nous le faisons quand même. Juste 30 secondes, vous terminez, on dit un dernier mot sur le COMESA et on termine l'émission rapidement. Parce que comme ça, on pourrait dire, ah, vous avez vu, nous avons eu 1 million de personnes et ils nous imposent Malou Malou. Non, Malou Malou
vous ne pouvez pas l'enlever pour une pétition. C'est un acte D'accord. inopérant. Là, Donc tout ça, ça fait partie c'est entendu. de la stratégie pour justifier par avance la défaite à cause d'une incapacité politique qui est claire. D'accord. Merci, Monsieur Jean-Pierre Kambila. On termine par ce forum qui se tient dans la capitale de la République démocratique du Congo. 17 pays pour le 17e, bien sûr, sommet du COMESA. Professeur Kalele, je commence par vous. Juste 2 minutes sur ce sommet. Est-ce que ça peut aider la République démocratique du Congo à intégrer, à atteindre aussi les niveaux des autres pays africains qui sont déjà dans ce marché commun? Je le souhaite. Mais j'ai fait remarquer que tout ça, c'est l'officiel, classique, répétitif. On ne choisit pas un président d'une république pour être président en exercice par compétence. Ce sont les règles. C'est des présidentes tournantes. Oui. Nous avons eu ici, même avec Kambila, la présidence de la SADC. On a discuté SADC ici, vraiment, si nous prenons ça, nous avons terminé SADC. On a avec toujours Kambila ici. Le sommet, non, le sommet de la francophonie. Tout le monde va nous regarder ici, ça sera... Ils viennent de terminer le sommet. Ça a rapporté quoi? Comme ça, c'est la même chose. Les gens se réunissent, ils font des discours, mais sur le terrain, il faut d'abord savoir quelle est votre capacité de production interne. Quelle est votre force économique interne? Parce que si vous ne faites pas attention, c'est les autres qui vont bénéficier. Or, notre production, elle est au plus bas. Et chaque jour, davantage. Ensuite, ce qui se passe à l'Est et ailleurs, ça n'inspire pas confiance. Tout le monde sait que l'argent fuit le bruit des bottes. Nous ne partons pas sur des bases qui peuvent nous permettre de dire, quand nous prenons ici la présidence, nous allons fondamentalement faire progresser la cause et que nous allons tirer profit. Enfin, parce qu'il faut y revenir. Non. Je pense que en Tunisie, dernièrement, c'est quoi ça, vers la Russie? C'est en Ukraine? Ukraine, en Égypte, ailleurs, le peuple n'a pas besoin d'un texte pour descendre dans la rue et faire partir quelqu'un, fût-il mal ou mal. Quand on ne veut pas de vous, on n'a pas d'autorisation à demander pour descendre dans la rue. D'accord. 1. 2. Je crois aussi que nous devons être modestes. Nous sommes tous ici fils de ce pays. Il y a eu des élections 2006. Les élections 2011. Mais la majorité présidentielle ne les a pas gagnées. On a triché. C'est ce qui pose aujourd'hui le problème. Même Malou Malou, qui était la CI, il a fait tricher qu'on l'a chassé. D'accord, merci professeur. Boïmoulound a triché, on l'a chassé. Professeur Milala, on a gagné les merci beaucoup. Et on va les gagner. On pourra y revenir dans une autre émission ou dans un entretien pour en parler bien sûr largement. Professeur Milala, qu'est-ce que nous devons attendre de ce forum qui se tient à Kinshasa du COMESA? Beaucoup, mais une seconde parce que c'est fort important. Et je crois qu'il faut le dire absolument. La pétition relève d'une recommandation de la Constitution et elle est supérieure aux lois ordinaires, à une loi sur le parti politique, sur la CENI, et par conséquent, et leur père, c'est la Constitution. Quand vous recueillez 100 000, si n'importe quelle question importante, ça opère. Donc, c'est dangereux de dire ce que le conseiller dit. Alors, pour revenir à COMESA, le thème, c'est le PME, petite et moyenne entreprise. Mais le président de la FEC l'a dit, on ne gère pas les pays comme une épicerie. C'est là le grand problème du Congo. C'est que notre portefeuille est tué. Tué, ça n'existe plus. Regardez la RVA.
Et je peux même aller loin. Moi, je suis à Kamina. Nous sommes reçus dans une délégation. Rapidement, professeur, parce c'est important que le temps nous fait défaut. Pour vous montrer l'importance de l'économie. Monseigneur Kalala du diocèse de Kamina nous reçoit. Il dit la Banque mondiale a des investissements ici, dans les mining ici. Or, les mining là-bas, 780 mining produisent annuellement le double de ce que Mobutu produisait, c'est-à-dire 1 million de tonnes de cuivre. Mais dans les caisses de l'État, il n'y a rien. Alors que la Gécamine, qui produisait à peu près 450 000 tonnes l'an, faisait du Congo déjà un grand pays. Vous voyez donc la question économique des PME. Mais seulement, je me demande si notre gouvernement a une vision par rapport au poids du Congo dans l'échiquier africain. C'est ça l'enjeu. Est-ce qu'ils ont un plan que les gens connaissent pour la vocation africaine du Congo sur des questions économiques? Les multinationales, il y en a eu plus de 100 Canadiennes qui ont pris presque tout l'Est. Il y a des multinationales sud-africaines. Est-ce qu'il y a une vraie stratégie sur le portefeuille? Parce que, pour terminer, la prospérité du Congo passera par le portefeuille congolais. C'est cela. Tant qu'on n'organise rien, on fait toujours ce que l'on fait là, nous sommes morts. Voilà, merci beaucoup, professeur Milala. Monsieur Jean-Pierre Kambila, vous aviez commencé l'émission. Je pouvais même vous priver les micros parce que vous aviez commencé. Il fallait qu'une autre personne clôture, mais tout de même, en démocratie, vous avez juste 30 secondes pour dire l'essentiel. Ça aurait été injuste. D'accord. Alors, première chose, je continue d'affirmer que les 100 000 signatures prises pour faire partir quelqu'un. Non, nous sommes au niveau des Comessa. Comessa, oui. D'ailleurs, vous êtes délégué. La Comessa, c'est très important. C'est très important. Lorsque nous disons que d'avoir des conférences de ce niveau-là dans votre pays, c'est important. Ça ne veut pas dire que demain, tout le monde, on va raser gratis partout et que nous aurons tous des billets de banque. C'est pas ça. Un pays doit avoir une image à l'extérieur. Et la meilleure image, c'est quand vous allez à l'extérieur ou quand les gens de l'extérieur viennent chez vous. Oui. Ils viennent vous regarder, le monde entier va vous regarder. Voilà pourquoi, cher professeur, lors de la SADC, lors de la francophonie, et maintenant, je continue de dire que c'est important. Pour ce qui concerne le sujet, le professeur Milala vient de dire, le thème, c'est la PME. La fonction de la PME, comment faire pour que les PME... Donc, aux petites et moyennes entreprises. Voilà, boostent l'économie de la région. C'est important. Nous allons donc, pour ceux qui iront là-bas, réfléchir là-dessus, mettre en place des stratégies susceptibles de nous amener à aider nos PME, de faire que nos jeunes universitaires ne pensent pas qu'on va à l'université seulement pour sortir et devenir employé quelque part, qu'ils peuvent aussi chercher à établir quelque chose. Donc, qu'ils soient des créateurs d'emplois. Voilà, c'est ça la réflexion de ce thème-là. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne les grandes entreprises de portefeuille, si vous avez le temps, organisez-nous voilà, une émission. On va organiser une émission. Je vais pouvoir demander à Charlie de vous recevoir dans un entretien de sorte que toutes les autres questions que nous n'avons pas pu évoquer au cours de ce débat puissent être analysées, bien sûr, avec beaucoup de détails. Merci au professeur Kalele, merci au professeur Milala, merci à Jean-Pierre Kambila, merci également à vous téléspectateurs qui nous avez suivis dans ce magazine Débat de la semaine. Nous allons nous retrouver lundi prochain à la même heure. Merci beaucoup et au revoir.